Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le talk show après une victoire de l'Olympique de Marseille à Lille. Romain Hering vous avez prévenu, il est resté dans le Nord, goûter un peu le maroilles. Il n'a jamais découvert ça. Il faut le faire quand on n'a pas encore 30 ans. Après, ça devient un peu plus délicat. Mais pas de souci, je suis là pour présenter. Je suis surtout accompagné, très bien accompagné ce soir pour ce talk show avec David Ahmed qui devient progressivement une des figures de cette saison. On l'a recruté et hop, ça commence à s'installer dans son couloir. Ça fait pas de bruit, mais c'est très efficace. Bravo. Salut David, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. On rappelle toujours, tu es recruteur pour 3, les stacks. C'est ça. À tes côtés, quelqu'un qui a fait parler de lui cette semaine, vous l'avez entendu sur RMC, débattre et copiner un peu avec Jérôme Roten, Samir Daoud, supporter de l'Olympique de Marseille, abonné depuis 17 ans au Stade Vélodrome. Oui. Alors voilà, tu ne représentes pas ce groupe de supporters, c'est juste que tu aimes être au stade de manière un peu dévêtue, donc tu es au Fanatics. Exactement, je suis revenu au Fanatics après les avoir quittés quelques années. D'accord, tu nous donneras, on t'a entendu sur RMC, tu nous donneras un peu ton avis, bien sûr, de supporter tout au long de l'émission. En face de toi, quelqu'un qu'on reçoit après la très bonne première saison de Romain Alessandrini, mais pas que, il y a toujours un œil avisé sur l'Olympique. C'est celui qui nous a donné ce goût de dire l'Olympique pour parler de l'Olympique de Marseille, c'est Yvan Lemay. Bonsoir à tous. Agent de joueurs, Sofiane Bouffal notamment, Mario Lemina, Romain Alessandrini, on le disait. Il y en a d'autres qui flambent un peu en ce moment. Robin Thomas à Angers, pas trop. Romain Thomas a fait ses matchs, mais ils ont changé la défense. Voilà. Sacré coach. Et à tes côtés, Maxence Volpe, expert tactique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette défense d'Angers? C'est pas mal, c'est bof? Ouais, ça reste des équipes qu'on ne suit pas forcément, mais c'est vrai que Angers reste une équipe moyenne pour l'instant. Très bien, on va pas s'attarder sur Angers, on va parler bien sûr de ce match de l'OM à Lille. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Attendez, avant le match de Lille, plus simple, je vais quand même lancer le sommaire de l'émission. Donc évidemment, on va parler de ce match à Lille. J'étais impatient, j'avais envie de revenir sur cette victoire, mais on parlera aussi, c'est important, de Luis Gustavo qui a été encore averti. Est-ce une cabale contre lui? Mitroglou, est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est aussi une des questions que l'on va se poser. Et puis on va glisser tout doucement vers Guimaraes parce que ça sera déjà jeudi, hein, c'est le charme de cette Ligue Europa. Voilà, c'était pour vous donner un peu une indication de ce qu'on va faire dans l'heure, mais revenons sans plus tarder sur cette victoire de l'OM à Lille. Souvenez-vous, c'était il y a un an, Habib Bey avait parlé de défaite encourageante. Il avait dit le terme défaite encourageante n'existe pas après la défaite de l'OM à Nice. Est-ce que là on peut parler de victoire alarmante? C'est le concept inverse, c'est-à-dire l'OM a gagné à Lille mais avec 36% de possession, très très peu d'occasions. Tiens Max, je m'adresse à toi pour venir aussi et prendre des nouvelles de ton mobilier, puisque je sais que des fois ça souffre, le mobilier de ta maison devant les matchs olympiques de Marseille. Est-ce que là, ça s'est bien passé pour tes étagères? Bah écoute, quand l'OM gagne, de toute façon ça ne peut que bien se passer. C'est vrai que, comme tous d'ailleurs, je pense qu'on a quand même souffert devant notre écran ce dimanche soir. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on se met à marquer vite maintenant, et au lieu de vouloir enfoncer une équipe comme Lille qui était vraiment au fond du trou et sur le premier quart d'heure qui ne montrait strictement rien, on les a tout simplement relancés. Donc on a pour habitude de dire que l'OM relance les équipes qui sont à la cave. Ça a été encore une fois de plus le cas hier. Heureusement, ça s'est bien fini et on a les 3 points. Samir, est-ce que pour toi cette faculté-là de l'Olympique de Marseille à ouvrir le score et derrière à attendre un peu, on l'avait vu à Strasbourg, est-ce que pour toi c'est dû quelque part à un coaching ou c'est une histoire de joueur? Rudy Garcia n'y est pas pour grand-chose. J'espère que c'est pas une demande du coach, parce que du coup derrière tu as un match qui n'est pas du tout serein, où à la fin du match effectivement on a gagné, mais tu n'as plus de certitude, donc finalement il se pose autant de questions au début qu'à la fin. Après on reparlera peut-être de la compo plus tard, mais pareil, faire une compo comme ça pour ensuite avoir cette stratégie-là. On va basculer sur cette compo. Qu'est-ce qui pour toi est un peu dérangeant? La compo en elle-même, elle me gêne pas, mais ça fait quelques semaines qu'on se dit que ce serait peut-être bien de tester Mitroglou avec Germain. Germain, on l'a mis à la cave pour essayer de trouver un système qui convenait mieux à Payet. Payet n'est pas là, mais
on teste pas. Alors après, les faits me donnent tort, puisque c'est Sanson qui marque. Mais je pense que ça aurait été intéressant de faire au moins le test, voir un petit peu ce que ça peut donner, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il va encore chercher, encore tâtonner. On y reviendra tout à l'heure. On a une partie sur Mitroglou, je vous l'annonçais dans le sommaire, mais peut-être qu'au final Mitroglou a servi à relancer aussi Valère Germain, parce que en laissant sa place à Germain, on avait l'impression que Germain c'était Kun Agüero, donc c'était aussi une bonne chose. David, ce match, est-ce que à la fin Mandanda parlait d'une victoire, il en faut comme ça de temps en temps, prendre des 3 points comme ça, est-ce que ces victoires 1-0 dans la difficulté, dans la douleur, ça forge un groupe aussi quelque part, et que quand tu gagnes comme ça à l'extérieur 1-0, c'est aussi jouissif, notamment quand tu es défenseur, de dire ça donne aussi de la confiance, et peut-être pas ça enlève des certitudes comme le disait Non, Samir. c'est sûr, c'est une victoire, voilà. Après il y a eu des matchs où c'était pas terrible et on a gagné, et des matchs exceptionnels qu'on a perdus, donc voilà, là ils sont sur une bonne lignée de victoires, donc que ça continue pour l'Olympique de Marseille. Yvan, tu l'as regardé, tu n'as pas de joueurs à Lille non. Martin Terrier, tu parlais des joueurs chez nous qui flambaient. On a Martin Terrier qu'on a prêté intelligemment, je pense, à Strasbourg, parce qu'on sentait pas trop la saison lilloise. Et la première année, on a bien fait de prêter à Strasbourg. Je pense Strasbourg finira devant Lille ce week-end, je crois. Un très beau but. Et en même temps, s'il avait gardé, peut-être qu'il serait bien plus haut dans le classement. Mais je travaille pas pour Lille, moi je m'occupe de Martin Terrier. Non, mais grâce à Terrier, justement. Ouais, mais on avait un entraîneur pour lequel on sait qu'il fait jouer 11 joueurs, et puis après les autres regardent, donc on l'a déjà suffisamment vécu nous à Marseille avec Alessandria et Lemina à l'époque, donc je voulais pas vivre une deuxième fois de faire le coiffeur. Tiens, ce truc, parce que pareil, beaucoup de critiques sont tombées sur Bielsa hier, est-ce que quand tu as regardé le match, tu t'es dit comme certains... c'est dommage, parce que je regarde les matchs de Lille, bien sûr, et c'est leur meilleur match que j'ai vu depuis le début de la saison, donc c'est vrai que c'est dommage pour eux. Après, pour nous, sur le schéma, Rudy, ça fait 10 ans qu'il joue comme ça, donc il va pas changer, tout le monde attend qu'il change le schéma, mais il changera pas. Eh oui, mais du coup, tu as 2 attaquants, Germain et Mitroglou. À mon avis, s'ils font toute la saison en étant seuls devant, en plus en ayant le bloc 40 mètres derrière, à mon avis, sur le fond, je dis pas que tu as tort ou raison, je dis qu'il ne changera pas le schéma, parce que les coachs c'est tous les mêmes. Tu prends Emery, il voulait imposer son schéma, enfin chacun son schéma. Tu prends Bielsa, tu vois qu'il est sur ses idées, il n'en bouge pas, donc chaque coach est dans son schéma et il change jamais le schéma. Après, ce qui est grave, donc il restera en 4-3-3 comme qu'il a. Il avait un petit peu changé son schéma quand même pour recentrer Payet. Ça fait 2 matchs. Ouais. Mais tu reviens toujours à, voilà, parce que ça c'est les circonstances, c'est du moment. Mais sur le fond, il restera sur le schéma 4-3-3 sur lequel il est. Après, moi je préfère gagner mal joué que faire un super match. Ça rejoint un peu la question de l'excellent travail de l'ombre, et je vous conseille vivement de rester sur le Phocéen, de traîner sur le Phocéen, de vous mettre une alarme, pourquoi pas, sur votre téléphone, parce qu'il y aura un épisode très intéressant de Travail de l'ombre demain qui reviendra sur cette victoire de Lille. Et notre ami Travail de l'ombre nous dit, tiens, à cette époque de la saison, qu'est-ce qui prime pour vous, le jeu ou les résultats? C'est vrai qu'on a entendu ça aussi, je crois que c'est Daniel Riolo qui disait l'OM a gagné un peu comme Bob à l'époque, et donc du coup c'est du court terme, c'est pas avec ce genre de victoire qu'on peut voir loin, ça tiendra pas longtemps. Vous y croyez ou pas, cette théorie? Sur le court terme, alors tu as une équipe à court terme, puisque tu n'as que des trentenaires, tu n'as pas de jeu, donc c'est du court terme aussi. Enfin, je pense pas que ce soit le bon raisonnement qu'il ait encore, le Riolo là. Après, le Rudy, il a bossé en Italie, il joue en 4-3-3 en Italie, il avait les résultats en Italie en jouant comme ça, il a toujours joué comme ça. Ça changera pas. Après, encore une fois, je vois pas pourquoi il y a autant de critiques quand même sur ce match-là. C'est vrai qu'on s'est pas régalé. On parlait de Naples tout à l'heure. Je préfère voir jouer Naples que voir jouer l'OM. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as les joueurs que tu as à l'OM, et Naples qui a le même budget que nous, à 10 millions d'euros près. 10 millions d'euros près, Naples, 130, 140. Aujourd'hui, Naples, tu te régales quand tu les vois jouer. Tu as des super joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils achètent des jeunes joueurs qui revendent. Et chaque année, ils font une bascule. Ils ont vendu Lavezzi, ils ont racheté des joueurs. Ils ont vendu Cavani, ils ont racheté Higuain. Ils ont vendu Higuain, ils ont racheté d'autres joueurs. Nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as une équipe de trentenaires, tu vendras personne. Et quand tu prends ceux que tu peux vendre, Thauvin, à ma vie, ils sont déjà passés en Angleterre. Ils n'ont pas réussi en Angleterre. Donc déjà, tu les vendras plus aux Anglais, parce que quand tu n'as pas réussi une fois là-bas, tu ne retournes plus là-bas. Donc il n'y a pas de valeur à cette équipe. C'est une équipe du samedi soir, quoi, voilà, de court terme. Il va falloir voir peut-être si les jeunes arrivent à s'imposer dans cette équipe. Cette année, du dimanche après-midi. Bon, enfin, on joue le dimanche soir parce que Paris doit jouer plutôt en Ligue des Champions. Romain dit sur Facebook, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez participer à cette émission. Il y aura les questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas, ne tardez pas pour nous envoyer vos remarques sur l'émission. On peut aussi les passer en direct sur Facebook, sur Twitter et sur le forum du Phocéen. Romain dit lui a choisi Facebook pour nous dire, est-ce une victoire de Garcia sur Bielsa ou de l'expérience sur le potentiel?
C'est vrai que, est-ce que, Maxence, je ne sais pas si tu l'as vécu comme moi, mais dès dimanche, samedi, dimanche, je commençais à avoir un peu une overdose là, de Bielsa, Garcia, c'était un peu, on nous a vendu ce truc, cette opposition des coachs, alors que bon, ça reste quand même sur les joueurs. C'est les joueurs. Justement, pour parler des deux coachs, ça me permet de revenir sur le début de la rencontre. Comme tu le soulignais, il y a eu ce petit coup, on va dire, de Garcia de mettre Lucas Ocampos d'entrée à côté de Mitroglou pour imaginer, comme tu le disais, un 4-4-2. Bielsa a rapidement réagi, mais bon, je pense que les joueurs le font d'eux-mêmes. Et c'est dommage parce que effectivement, en ayant fait ça, presque Garcia aurait pu se dire, mais finalement, ce petit coup, ça marche en fait. Je vais continuer comme ça. Parce que ça fait un quart d'heure qu'on joue comme ça, et non, on est repassé dans le schéma habituel. Et même en voyant que dans ce schéma-là, on se faisait enfoncer et qu'au milieu, les deux avaient repris le dessus. Je sais pas, ça m'aurait semblé logique de se dire, mais finalement, je vais le remettre parce qu'au moins il le tentait pendant encore 5 minutes, voir ce que ça donnait, quoi. Non, on est resté dans cette logique-là. Et par contre, Bielsa, dans ses changements, il m'a aussi surpris. Donc, j'ai presque envie de dire que ils ont voulu gagner ni l'un ni l'autre, mais au final, c'est Garcia qui s'en est sorti grâce peut-être, effectivement, à l'expérience des joueurs de l'OM. On va regarder le but. Alors lui, il n'est pas arrivé sur une phase de jeu, c'est un coup de pied arrêté. Il y avait une bonne provocation de Thauvin sur le côté. Et puis derrière, c'est Thauvin qui se charge du coup franc pour Sanson. On sentait que c'était travaillé, ça, l'entraînement dans sa course, ralentissement juste avant de taper la balle. Et puis cette victoire, messieurs, il faut être honnête, on n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est aussi la victoire et surtout de Stade Mandanda qui a fait plus d'une parade décisive. On va en voir quelques-unes, notamment celle en seconde période. Alors il avait pour cela un El Ghazi qui le cherchait tout le temps. C'est sûr que c'est une association, ça me faisait penser un peu à Schneider Eto'o à l'époque. Il se trouvait à chaque fois, dès qu'il avait un ballon, hop, sur Mandanda. Mais le gardien marseillais c'est bien employé. Voilà, ce coup franc en fin de première période là qui était très important. Voilà, ça commence à faire quelques matchs de Mandanda. Ouais, mais c'est pas très bon signe. Hein. C'est pas très bon signe. Il fera pas toujours 8 à 10 arrêts par match. Le jour où il va y avoir un petit coup de moins bien, il se passera quoi? C'est celui qui était le plus énervé après le match d'ailleurs, de tous les joueurs. Ça m'étonne pas. Contrarié. Il a connu déjà ce genre de situation. On se souvient d'ailleurs que quand Mandanda avait brillé, c'était le cas notamment sous Mitchell, c'était pas bon signe pour le reste de l'équipe. On faisait des combinaisons sur coup franc aussi sous Mitchell, ça a dû le rappeler de mauvais souvenirs. C'est vrai que c'est intéressant quand même qu'on puisse souligner que Sanson marque sur cette combinaison. Il n'est pas titulaire quasiment depuis le début de la saison, et enfin du moins depuis quelques semaines. Ouais. Et finalement, il est dans la combinaison quand même, donc ça prouve que tout le monde est intégré et que le groupe vit bien, quoi. Et que ça travaille bien, ce qui nous permet de rendre hommage à Romain Herring, qui nous avait montré d'ailleurs à l'entraînement Jordan Amavi, alors qu'il était suspendu, pour nous montrer à quel point il était impliqué malgré sa suspension, et il suivait bien l'entraînement. C'est important aussi, la vie d'un groupe. On passe à la partie 2, messieurs, sur Luis Gustavo. Est-il victime un peu des arbitres français et de sa réputation?